Le choix de cette pièce, il tient comme de plus en plus pour tous mes projets aux comédiens, et en l'occurrence principalement bien sûr à la comédienne Clotilde Mollet, avec qui j'avais envie de travailler depuis longtemps. Et nous avons eu plusieurs projets ensemble, mais pour des histoires de planning des uns et des autres, à chaque fois, c'était impossible. Donc on a remis jusqu'à tomber, comme ça arrive souvent, sur le bon projet. C'est toujours difficile de dire pourquoi, à un moment donné, on fait des associations d'idées, pourquoi tel texte presque nous saute à la gorge et nous dit c'est mon tour. Et celui-là, c'est peut-être pour des souvenirs personnels qui sont qu'à une certaine époque, quand j'étais tout jeune homme, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec ATD Carmonte dans les quartiers de Bruxelles. Et il y avait là des gens que j'ai appris à connaître, à découvrir et qui m'ont certainement beaucoup plus apporté que j'ai pu leur apporter moi-même. Et notamment une femme, une mère de famille qui avait eu 17 enfants de 17 amants différents et qui était morte sous les coups de son 18e amant de 17 coups de couteau. Mais ces 17 enfants étaient singuliers tous, et après sa mort, les regardant lors des funérailles, je me disais, mais ils ont tous reçu quelque chose de cette femme étonnante. Comment est-ce qu'on peut, quand on s'est pris tant de coups pendant la vie, continuer à donner des choses, avoir cette force de refus d'une certaine manière, de désobéissance, et une manière d'avancer dans la vie sans peur, que je trouvais absolument magnifique et qui donnait une vraie liberté à ses enfants. À la confession, je ne suis jamais allée parce que je n'avais pas envie. Oui, pourquoi? Toutes les 4 semaines, là, on aurait dû se confesser. Les autres, tous les 15 jours, je ne suis pas allée. Non, je ne suis pas allée. Je n'avais aucun péché, non. Toute ma vie a été un chemin de croix. Alors pourquoi je devrais mes péchés? Quand je devrais mes péchés, mais je n'en ai aucun. Parce que je suis allée au cinéma? Pour ça? Que j'ai vu un jour autre chose que les pauvres gens? Alors après, quand on connaît l'auteur Achternbusch, il y a des choses qu'on comprend. Mais c'est cette force-là que j'avais envie de raconter aujourd'hui. Et de parler de ce destin de femme, en plus raconté par un homme, ce qui est assez riche, de ce destin de femme qui passe par la prison, par des asiles psychiatriques. Michel Foucault, je ne sais pas s'il connaissait la pièce, mais il l'aurait certainement beaucoup aimé. Et toute son errance, évidemment, ça fait penser aux migrants, ça fait penser à des tas de choses d'une certaine manière, et c'est ça la force du théâtre, on n'a pas besoin de parler et de l'affirmer comme le nez au milieu de la figure. La pièce comporte en elle-même tant de choses qui tirent des liens comme une boule de ficelle qui deviendrait une espèce de tentacule, une araignée qui rassemblerait des tas de choses en elle-même. Eh bien, c'est à la fois la pièce et cette femme. Et Clotilde Mollet, il fallait quelqu'un qui puisse raconter justement ce destin de femme écrasée par quelqu'un qui elle-même, on a le sentiment que si Clotilde, si on lui roulait dessus, ben, il s'en échapperait un nuage magnifique et un soleil incroyable. Parce que quoi qu'elle fasse, au théâtre ou au cinéma, quel que soit le type de rôle, toujours on a le sentiment qu'elle donne l'idée du bonheur qui est en elle. Oh, là j'étais heureuse d'être une personne libre. Une personne libre j'étais, là. Le plus beau, c'était le cinéma. Tu sais pourquoi? Parce que de toute ma vie, je n'avais pas encore vu un cinéma de l'intérieur. Tu le crois ou tu ne le crois pas? Et moi, ce qui m'intéressait justement, c'est, pour compléter ce que tu disais, le parcours de cette femme qui finalement n'est ni débile, ni aliénée, ni criminelle, ni rien du tout, mais qui a été toute sa vie empêchée, harcelée, et qui toute sa vie a dû surmonter jour après jour toutes ces épreuves jusqu'à n'en plus pouvoir, et donc les choses se sont cassées dans son cerveau, et elle nous raconte ça. Et ce qui m'intéressait, Achternbusch a très bien, disons qu'il s'est inspiré de personnages qu'il a connus,
Donc dans toute son œuvre, ce ne sont que des personnages qu'il a connus. Il est bavarois, il s'est vraiment inspiré de ces personnages. Et ce qui est très beau, je trouve, dans l'écriture, c'est que d'abord, c'est une écriture, c'est du théâtre, donc c'est fait pour être dit. Donc dans la traduction, ça c'était très important. Il fallait que ce soit une écriture théâtrale, donc pas littéraire. Donc j'ai vraiment essayé de travailler à partir du texte brut, donc sans édulcorer, sans essayer de le rendre joli, compréhensible, et donc respecter toutes les répétitions. Finalement, on est dans les méandres du cerveau de cette femme, un cerveau abîmé, mais qui a sa logique. Et donc je suis restée vraiment très très proche du texte. J'ai vraiment rien arrangé, j'ai pas arrondi d'angle, rien du tout. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'était vraiment passionnant d'être dans cette écriture brute qui finalement est beaucoup, quand elle nous parle des HP, des prisons, des hôpitaux, de toutes ces sanatoriums, c'est beaucoup plus efficace qu'un documentaire scientifique sur la chose. Tout ce qu'elle nous dit de façon presque banale, brute comme ça, est beaucoup plus violent que n'importe quoi, et c'est ça que j'ai essayé de garder dans cette traduction, voilà. Sachant que ce texte allait être livré aux spectateurs comme ça, brut, et que c'est ça qui était militant et magnifique. On allait se promener, enfin. Ils regardaient tout d'en haut, de loin, interdiction de se retrouver. Ils regardaient toujours en bas. En fait, eux n'avaient pas du tout le droit d'aller se promener, seulement nous. Devant le service des hommes, on faisait toujours la parade. C'était déjà ça, mon biquet. C'était un moment, enfin, toute une vie. Comme toute ma vie, j'ai été sous les verrous. Et nous chantions sans arrêt. Nous sommes sous les verrous. Non. Mon cœur amer, il pleure de dégoût, parce que nous sommes sous les verrous. Oui, et ça bien sûr, les gens ils regardaient toujours vers le haut. Comme nous on le faisait chaque fois exprès qu'ils l'entendent les gens, qu'on était barricadés là. Notre cœur amer, il pleure de dégoût, parce que nous sommes sous les verrous. Là bien sûr, ils regardaient tous vers le haut. Oh là là! Donc cette pièce a été écrite il y a 40 ans, par un auteur qui aujourd'hui a 80 ans, plein d'anniversaires. Et quand il l'a écrite il y a 40 ans, c'était, comme Marion le dit, un acte militant assez fort, en même temps que d'autres auteurs de sa génération comme Fassbinder, Kreutz ou Krimp, qui étaient tous des enfants d'une autre grande auteure bavaroise, Marie-Louise Fleischer, qui elle-même avait été, je ne sais pas si c'est le titre de gloire qu'elle revendiquerait aujourd'hui, la maîtresse emblématique de Brecht. Il y a comme ça une filiation de Brecht à Fleischer, à tous ces jeunes auteurs qui s'appelaient les fils de Fleischer, de cette grande auteure, Marie-Louise Fleischer, dont on a monté Piano Ingolstadt, que Marion a aussi traduit. Et quand il l'a écrite, c'était vraiment un acte d'un bavarois anarchiste assez fou, qui reste encore aujourd'hui. Il a reçu pas mal de prix, mais il a toujours refusé ses prix. Par exemple, quand il a reçu le prix Pétrarque, non seulement il l'a refusé, mais il a déchiré le chèque qu'on lui donnait devant tout le monde. Il a passé son temps à dire du mal de la Bavière, à perdre énormément de subventions, et tout son métier, qui est un métier multiple, parce que c'est un écrivain, mais c'est aussi un sculpteur, c'est aussi un peintre, c'est un cinéaste. C'est un métier qu'il a fait à travers énormément d'embûches, mais en s'en foutant complètement. Il traitait son père de salopard, sa mère de nazi. C'était un enfant illégitime, abandonné. Il a vécu avec sa grand-mère. Lui-même a eu une vie assez folle, avec 6 enfants, habitant essentiellement avec sa maîtresse, qui était une grande actrice. Et donc, tout ce qu'il proposait ne pouvait être qu'extrême dans cette espèce de refus de tant de choses, d'anarchie. Et il se décrivait même comme un écrivain aux mains sanglantes. Il racontait qu'il aimait aussi beaucoup chez sa maîtresse le fait qu'elle aime les poules et qu'elle se baladait partout avec ses poules. Et que ces poules faisaient des tas de poussins. Alors il mettait les poussins mâles d'un côté et les poussins femelles de l'autre. Mais comme les poussins mâles avaient immédiatement envie de sauter sur leur fonction de reproduction et de sauter sur les petites femelles, il les tuait. Mais sa maîtresse n'aimait pas tuer les petits poussins mâles. Donc elle lui demandait de le faire. Et lui, il avait fait ça toute son enfance, je ne sais pas pour quelle raison. Donc il prenait les petits poussins mâles, il les tuait et chaque fois il disait « au Tibet ». Il coupait la tête au Tibet. Parce qu'au Tibet, les Tibétains croient à la réincarnation.
Donc il envoyait tous ces petits poussins mâles morts en direction du Tibet, où il retrouverait une autre vie, il reviendrait peut-être sous la forme d'écrivain bavarois. Donc il était comme ça assez fou, et son écriture, là, qui est une écriture qui a une poésie folle, parce qu'elle a beau, et Marion a raison de dire, il ne faut pas faire acte de littérature, dans le sens qu'il ne faut pas faire quelque chose de beau, mais elle est tellement intéressante dans sa forme et dans son fond qu'aujourd'hui elle est toujours formidable. Ce qui était intéressant au début, c'est que dans cet acte militant, il voulait absolument que ces paroles de femme de la mère soient dites par le fils. Et donc sa mise en scène, il la décrivait dans ses didascalies, c'est un poulailler, une cage à poules, dans laquelle il y a le fils habillé en femme, avec des plumes de poule dans la tête, et avec toute la misère du monde visible autour de lui, il est dans 3 mètres carrés, dans les grilles du poulailler, avec sa mère à côté qui regarde la télévision, qui ne dit rien. Et au-dessus, il y a des poules qui lui chient dessus pendant toute la représentation, les spectateurs sont autour, il doit y avoir 40-50 spectateurs, c'est pas fait pour une grande salle, et qui regardent cet acte, cette transformation, cette composition délirante, et j'ai envie de dire, les metteurs en scène qui aujourd'hui mettent de la merde sur le plateau, ils sont très en retard par rapport à ce qu'il a fait. La provocation, elle existe depuis longtemps, il en était un des grands agite-propres. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que cet acte militant, il doit nécessairement passer encore par ça. Alors j'ai demandé à l'Arche, qui est l'éditeur qui s'occupe des œuvres d'Arche-Tournebûche en France, de poser la question à l'auteur s'il était d'accord qu'on fasse autrement. Et que ce soit la mère qui donne elle-même le récit de sa vie. Il était tout à fait d'accord, et c'était important d'avoir son accord, de façon à ce qu'aujourd'hui on voit les choses autrement. Alors peut-être qu'un autre metteur en scène referait la même mise en scène qu'il y a 40 ans, bien possible. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'entendre ce texte dit par une femme aujourd'hui, étant donné aussi ce qui vibre avec force, de façon heureuse et malheureuse, autour de la question féminine. Il me semblait que c'était essentiel, et que ce ne soit pas, comme à l'origine, d'une certaine manière, un homme qui prend en charge la parole de la femme, et d'une certaine manière, qui, en tout cas dans ce qu'on voit, d'une certaine manière, continue à dominer, à prendre, à posséder la parole de la femme. Là, elle reprend sa parole, et on est moins dans l'idée de la mère et du fils que dans l'idée d'un travail à deux, entre Clotilde Mollet et Camille Rocailleux, où tous deux portent une seule et même parole. Voilà, il y a quelque chose du sphinx ou des frères siamois, ils sont à deux pour raconter la même chose. Donc, il n'est pas Joseph, elle n'est pas tout à fait là. Alors, au fur et à mesure, évidemment, de la pièce, ce spectateur, entendant par la bouche d'une comédienne le récit d'une femme, d'une certaine manière, peut identifier ça. Mais il y a des signes aussi réguliers qui montrent qu'il y a une distance qui est prise. Jusqu'à ce qu'à la fin, par exemple, Clotilde, qui est en même temps grande comédienne, grande violoniste, jusqu'au moment donc, où elle prend son violon, et où ça donne, après d'autres signes qu'on a pu donner auparavant, cette forme de distance, et dans la distance, je rejoins la distanciation dont Brecht a beaucoup parlé, et qui est toujours utile dans la mesure où elle permet au comédien de ne pas sombrer dans l'identification totale à la forme de l'acteur studio ou l'interprète en devenant lui-même, en se perdant dans le personnage, mais en donnant au spectateur toujours quelque chose de suffisamment poreux pour que le spectateur s'invente sa propre histoire. Bon, c'est une évidence, presque une lapalissade pour un metteur en scène de dire qu'une bonne partie de la mise en scène est faite quand la distribution est faite. Quand on tombe sur une comédienne du niveau de Clotilde, il y a déjà un choix qui est fait de sensibilité. Et j'imaginais, mais sans doute pas à ce point, que Clotilde était une grande comédienne aussi par l'imagination qu'elle pouvait apporter et le délire qu'elle pouvait apporter en répétition. Et ça a été un feu d'artifice constant, donc d'une certaine manière,
encore plus que la plupart d'autres mises en scène, mon seul travail a été de devoir choisir à travers toutes les pépites qu'elle nous offrait pendant toutes ces semaines. Incroyable. Ce qui était très riche, c'était par rapport à d'autres expériences musicales avec Camille, où on répète la pièce d'un côté et on répète la musique et les chants de l'autre. Là, c'était vraiment... Et donc souvent la musique arrive de façon totalement féconde et je dirais même presque efficace tardivement. Là, dès le début, c'était des répétitions où tous les deux devaient être là tout le temps. Et c'était nécessaire pour que Clotilde puisse travailler avec, d'une certaine manière, la perturbation qu'apportaient les propositions sonores et musicales de Camille. Et que Camille entende le texte et sente à quel moment il pouvait se glisser dedans, le contrecarrer aussi, la mettre à un endroit qu'elle n'imaginait pas, ou l'accompagner de façon à ce que ce soit vraiment à deux que ça se raconte. Donc cet état d'inconfort a été non seulement sollicité par tous deux, mais c'est vite révélé comme très fertile. Et de façon beaucoup plus riche que ce que j'aurais pu imaginer, que je n'ai jamais fait. Mais pour ça, il faut trouver des comédiens, un musicien aussi disponible. Mais Clotilde a une manière d'apporter constamment, de renouveler le texte. Pas mal de choses, d'une certaine manière, qu'on fait aujourd'hui, se trouvaient dans la première semaine qu'on a faite une répétition en décembre, où elle avait le texte encore en main. Et avoir le texte en main, c'est toujours quelque chose d'intéressant, parce que il n'y a pas ce rapport à la mémoire, et donc bien sûr il y a le texte, il y a les pages qu'on tient en main qui sont un frein, mais bon, on peut aussi les déposer, faire n'importe quoi, c'est toujours intéressant le n'importe quoi, puis reprendre le texte, et c'est ce qu'elle a fait constamment. Et dans cette invention, se libérant du texte, elle a trouvé des choses qu'on a gardées quasiment jusqu'au bout. Donc il suffisait de choisir, de mettre dans l'ordre, d'agencer d'une certaine manière pour pouvoir accompagner la dramaturgie d'Achternbusch et recueillir en étant attentif, observateur, toutes ces richesses dont elle nous régalait. Enfin, toute ma vie, ça a été des coups et des raclés et des beignes et des ricanements et des moqueries. Et rien que des bazars comme ça. En fait, dans toute ma vie, je n'ai pas encore vécu un seul bon moment. Mais les premiers avec qui je travaille sont bien évidemment, quand c'est un texte étranger, mais même quand c'est un texte français, d'abord Marion, sur la traduction s'il y en a une, sinon sur l'adaptation ou les recherches dramaturgiques. Et immédiatement après, c'est l'espace avec Damien Caille-Perret, la scénographie. Je ne peux pas imaginer d'aller plus loin si je ne sais pas où ça se passe et quand ça se passe. Je crois que c'est Lars von Trier qui dit « Je ne peux pas écrire un film si je ne sais pas où et quand il se passe ». C'est la même chose pour moi. Donc, il fallait qu'on trouve avec Damien, qui était aussi fasciné par cette pièce, parce qu'il en avait fait une scénographie quand il était jeune élève au TNS. Donc très heureux que je la choisisse sans qu'il m'en ait parlé. Il fallait se dire où ça se passe. Et quittant justement cette espèce d'incarnation presque brute et premier degré, de provocation à la Achternbusch avec le poulailler comme je vous l'ai raconté, il fallait s'en éloigner suffisamment pour qu'on trouve un espace dans lequel notre propre liberté d'invention pendant les répétitions soit totale. Donc il s'agissait de redonner l'enfermement, mais en pouvant le casser un moment. Alors l'enfermement, on l'a imaginé tant chez l'un que chez l'autre, avec ces deux cubes, un plus grand, l'autre plus petit, et qui permettent de projeter au sol des carrés dans lesquels, sans avoir à notifier ça autrement, la lumière s'inscrirait pour dire l'enfermement. Voilà, donc elle y reste longtemps, avec des variations de couleurs que Nathalie a apportées avec beaucoup de richesse, se servant d'abord du rouge qui existe un peu cuivré à la fois dans les cubes et à la fois au sol que Damien a proposé, et puis faisant évoluer ces couleurs. Je ne sais pas si j'ai travaillé autant sur les couleurs
depuis très longtemps, je ne pense pas, mais ça m'intéressait, de voir aussi comment après, avec Jean-Daniel Vuillermoz sur les costumes aussi, même sur les maquillages, c'est très compliqué les maquillages avec du rouge par exemple, avec Kuno Schlegelmich. Donc comment on allait évoluer. Donc Nathalie s'est servie de ses propositions brutes, presque sculpturales, pour inventer des lumières qui permettaient de faire évoluer à travers les couleurs fondamentales l'espace dans lequel elle est, tout en gardant quasiment le carré, sans le bouger. C'est juste des variations de couleurs et évolutions qui permettent d'aller vers des moments plus oniriques, que vous appelez chorégraphiques, et de façon assez juste. Parce que à certains moments, dans la tête de Ella, les choses sont tellement explosives que même les mots qui venaient de façon chaotique n'arrivent plus, et que c'est le corps qui, de façon chaotique, continue à raconter comme l'écho de ce qui se passe dans sa tête, l'écho de ces mots. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on fasse exploser cet espace à l'intérieur du récit, où elle raconte qu'elle est partie à Feldafing dans un moment de liberté où elle a sauté par-dessus la clôture pour aller au cinéma, qui est à peu près le seul endroit de sa vie où elle a pu un peu rêver et avoir un tout petit peu de bonheur. Et avec aussi l'un ou l'autre de ses exclus qu'elle a rencontrés dans ses séjours psychiatriques ou dans les prisons. Donc voilà, elle envoie tout bouler, elle se retrouve dans cet océan de rouge, dans lequel on peut lire tout ce qu'on veut, et notamment les mains ensanglantées de Ashton Bush coupant les têtes des petits poussins. Mais j'adore les tragédies parce que je trouve que c'est à cet endroit-là qu'on nous attend pour raconter comment ça aurait pu se passer une autre fois mieux. Et comme c'est une manière d'appeler aussi chaque comédien à apporter justement cette part d'espérance qu'il peut avoir en lui, et non pas jouer avec une espèce de complaisance. Le rôle de Phèdre, par exemple, en disant c'est affreux, on m'a demandé de jouer ce rôle qui est terrible, mais ce que je vais vous raconter, c'est très important que le comédien arrive avec cette joie profonde. Comme Maria Callas quand elle chantait la mort pendant 3 quarts d'heure. On sentait à quel point c'était une jubilation intérieure pour elle. Donc il faut que le comédien nous donne cette jouissance qu'il a à être là. En plus il est payé pour d'une certaine manière prendre son pied et nous aider à prendre le nôtre. Enfin, il y a une transmission jubilatoire qui est absolument nécessaire. C'est pour ça que je demande toujours aux comédiens quand ils arrivent à la fin, qu'ils saluent, de saluer avec le sourire. Qui est aussi une manière de raconter la catharsis, cette belle vieille loi du théâtre, qui est que quoi qu'on ait traversé, la mort dans le récit, la jalousie, les crimes, les pertes, les tristesses et les injustices, à la fin, rien qu'avec ce salut souriant, on raconte qu'on peut s'en sortir et qu'il y a une manière de reprendre les choses. Et si même elle là, avec ce trajet terrible, cette tragédie qui est proche de toutes ces tragédies de migrants, avance et continue à nous donner cette force de résilience, alors nous, on peut juste se taire et continuer à avancer et à chercher là où on n'a pas vu les endroits de lumière qui, une fois qu'on les voit, nous paraissent évidents.